Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous depuis la Foire du Livre de Brive, 41e édition, pour parler de la cuisine, tout un art. C'est la thématique que nous allons aborder et j'ai le plaisir et la chance et le bonheur de recevoir trois invités qui s'y connaissent à la fois en cuisine et en art. D'abord, Hélène Lafaille-Fouetti, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez publié un savoureux livre sur le Périgord. Ça s'appelle tout simplement Savoureux Périgord. Nous y reviendrons. À vos côtés, sur votre droite, Patrick Rambourg. Bonjour à vous. Bonjour. Un historien de la cuisine qu'on connaît bien quand on s'intéresse au monde culinaire. Et là, c'est un ouvrage alors vraiment de très grande qualité avec des œuvres d'art que vous avez collectionnées et mises en valeur ici. Vous nous expliquerez comment et pourquoi dans quelques instants. Et puis, Daniel Brugès. Bonjour Daniel. Bonsoir. Ouh, mais vous êtes tonique, vous êtes du Cantal juste à côté. C'est le Cantal, Voilà, effectivement. voilà, c'est le Cantal qui vous donne la pêche comme ça. Certainement, c'est la terre du Cantal. Ah, c'est bien. Alors, un petit livre très intéressant d'ailleurs sur la manière dont on peut éplucher ou récupérer les épluchures. Donc, ça parle d'antique gaspillage, ça parle aussi de cuisine, de goût. Et vous êtes illustrateur, aquarelliste, donc c'est aussi une forme d'art et vous avez dessiné toutes les choses qu'on voit à l'intérieur. Patrick Rambourg, je vais commencer par vous parce que l'intitulé de notre débat, au fond, la cuisine, tout un art, renvoie à la question que Pierre Gagnère, le grand chef 3 étoiles, et Hervé Thys, le chimiste qui s'y connaît aussi en matière de cuisine, qui a ouvert des cours culinaires, posent en préface de votre ouvrage qui, lui, s'intitule « L'art et la table ». Et je salue au passage le public qui est à côté de nous ici à la Foire du Livre et qui pourra éventuellement vous poser des questions à tous les trois à la fin de notre entretien. Cette question que pose carrément Pierre Gagnère, est-ce que la cuisine est un art ? Alors, c'est tout un débat. C'est un débat qui est là depuis des siècles, en fait. On en parle dès le XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, on va vouloir comparer la cuisine à la peinture, comparer la cuisine à la musique, tout simplement parce que dans la tradition française, on classe, en fait. Et il y a le classement entre les arts majeurs et les arts mineurs. Alors, la musique et la peinture sont classées dans les arts majeurs et la cuisine est classée dans les arts mineurs. Et là, on est au siècle des Lumières. Donc, comme à ce moment-là, on veut revendiquer l'art culinaire, et notamment l'art culinaire à la française, comme un art, en fait, comme un art majeur, on se met à comparer la sauce, comme si la sauce était composée de différentes saveurs qui composeraient un tableau, ou comme si la sauce était composée des différentes notes d'un morceau de musique. Et on fait la même chose aussi avec la peinture picturale. Et donc le débat est toujours là aujourd'hui, parce que de temps en temps, en fait, on a encore dans les médias cette question, est-ce que la cuisine est un art ? En fait, moi j'apporte comme réponse, à l'origine, la cuisine, c'est de l'artisanat, c'est une manière de faire. Dans l'artisanat, il y a art. Bah oui, il y a aussi, art, hein. Bah mais oui. en fait, c'est comme un peintre. Un peintre, dans un premier temps, il apprend les codes de la peinture. En cuisine, c'est pareil. On apprend les codes de la cuisine, mais ça ne veut pas dire pour autant que celui qui apprend les codes de la cuisine va devenir forcément un artiste culinaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pareil avec la peinture. Mais justement, Pierre Gagnère et Hervé Thys le disent, il y a un art gastronomique et une cuisine de tous les jours, comme il existe des peintres qui créent des toiles sublimes et des peintres en bâtiment. Exactement, c'est exactement cela. C'est exactement ça. Donc on a toujours cette difficulté En fait, la question, il faudrait la tourner d'une autre façon, en fait. Ne pas de poser la question de savoir si la cuisine est un art, mais de se demander est-ce que des cuisiniers peuvent devenir des artistes, en fait. C'est un peu cette idée-là. Et à quel moment la cuisine est véritablement un art culinaire, en fait. Alors il est évident que avec certains grands chefs, dont Pierre Gagnère, ou à l'époque d'Auguste Escoffier, ou d'Antonin Carême au XIXe siècle, on pourrait considérer que la cuisine qu'il faisait était un art, une cuisine artistique. Même des cuisines sculpturales. Hein. Bien sûr. Carême faisait des trucs énormes. Voilà. Surtout au XIXe siècle, la cuisine était extrêmement architecturale, décorative, elle montait beaucoup, mais c'était une tradition française, parce qu'au XVIIIe siècle, on aimait beaucoup les pyramides de fruits, et plus la pyramide était haute, plus c'était quelque chose de fabuleux. Voilà. Vous qui êtes aquarelliste, Daniel Brugès, vous en pensez quoi ? Parce que vous êtes un artiste, vous, hein ? Alors voilà, moi je suis de l'autre côté de la casserole, comme je me plais à le dire. Je rentre tout à fait dans ce que vous venez de dire. À la nuance près, c'est que moi je ne me catalogue pas du tout dans cette catégorie-là. J'ai par coutume de dire je suis un barbouilleur, c'est-à-dire je ne suis pas un grand artiste professionnel. Vous n'êtes pas un peintre en bâtiment non plus. Hein. Je ne suis pas un peintre en bâtiment, mais j'ai beaucoup aimé cette notion aussi d'artisanat où il y a art dedans.
Et c'est aussi ce qui a guidé nos choix, donc avec Christiane et la maison d'édition de Gorée, c'est que les ouvrages de cuisine que nous publions sont illustrés à l'aquarelle, pas avec des photos comme on peut voir de magnifiques ouvrages de grands chefs. Nous, on est sur de la cuisine du peuple, de la cuisine populaire, de la cuisine de peu, et je trouvais que justement de travailler à l'aquarelle, ça rendait peut-être cette cuisine plus familiale, plus abordable, mais on est dans la même démarche à la limite que les grands artistes. Oui. Moi, j'admire un tableau de Cézanne où on retrouve des ambiances de cuisine, d'éléments, de fruits, de légumes, tout en sachant parfaitement que je n'ai pas ce niveau de qualité artistique, mais par contre, j'éprouve autant de plaisir à barbouiller mes aquarelles qu'à déguster les plats que Christiane peut proposer, et en particulier là sur un thème un peu particulier qui est la cuisine des épluchures et des fans. On va en reparler. Hélène Lafay-Fouetti, alors dans votre ouvrage, il y a beaucoup de, pas des œuvres d'art, mais il y a quand même de l'art qui apparaît, des affiches, des tableaux, des choses. Vous en pensez quoi, vous ? Alors nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est à la fois qu'il y avait dans la cuisine du Périgord une partie représentation de cette cuisine, et que c'est cette partie-là qui a fait connaître la cuisine du Périgord. Mais moi, je rajouterais par rapport notamment à ce qu'a dit Patrick, que la cuisine régionale, alors en l'occurrence, on a travaillé sur celle du Périgord, elle s'inscrit dans un paysage. Donc, ce serait en fait une peinture du paysage qui se lirait dans l'assiette. Puisqu'on arrive à lire dans l'assiette des plats du Périgord ce qu'on retrouve dans le territoire ou le terroir, alors même si les termes sont quelque peu galvaudés, mais c'est peut-être cette traduction d'un paysage qui serait la partie artistique de cette cuisine régionale. Patrick Rambourg, quelle est l'ambition de votre livre ? Alors, je vais feuilleter pendant que vous répondez pour que la caméra puisse voir quelques images, parce que vous avez rassemblé des œuvres d'art exceptionnelles, et d'ailleurs votre livre est lui-même, on peut le dire, un livre d'art. Oui, tout à fait. Alors, c'est un livre d'art, oui, mais c'est un travail de recherche. Je suis historien, donc l'idée était en fait de montrer comment les artistes se sont très très tôt intéressés à la nourriture, à la table, à la cuisine, aux manières de manger. Et je pars donc de l'Antiquité et je vais jusqu'au monde contemporain et je montre leur intérêt pour le sujet. Et alors, on a des périodes assez spécifiques. Par exemple, il y a une période où l'artiste s'intéressera plus à la table. Une autre période, il va s'intéresser plus à la cuisine, parfois à la cuisinière, parfois au cuisinier. Il y a la grande période aussi de la représentation des marchés, des halles, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on compare. Pour moi, l'œuvre d'art est une source aussi, puisque je suis historien. Donc, oui, vous expliquez à chaque fois le contexte, voilà, parce qu'on raconte l'histoire en même temps qu'on regarde les œuvres d'art. Hein. Oui, c'est ça. Ce n'est pas anodin, par exemple, quand ce que j'appelle les peintures de sucrerie apparaissent au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. C'est une époque où le sucre se démocratise. C'est une époque où la cuisine devient un peu plus sucrée, notamment dans le sud de l'Europe. Et aussi, c'est une époque où on apprécie de plus en plus les desserts. Donc là, on a des peintures d'artistes portugais, des peintures d'artistes espagnols. En France, on a Chardin, par exemple, avec sa fameuse brioche, et bien d'autres artistes peintres. Et donc, quand on compare en fait les œuvres d'art de ces différents artistes à des époques différentes, et que moi je regarde aussi dans les archives, dans les sources, les traités culinaires, les textes législatifs, on se rend compte en fait qu'il y a quand même quelque chose qui est très lié. On se rend compte que les artistes de ces différentes époques vivaient forcément dans leur contexte sociétal et qu'ils reproduisaient sur leur tableau, outre l'approche artistique et ce qu'ils voulaient montrer, en fait, les manières de manger de leur époque. Oui, on apprend l'évolution de la pratique culinaire. Alors j'ai noté par exemple en lisant votre bouquin qu'au Moyen-Âge, on représente le cuisinier devant son âtre, il était au coin du feu. Renaissance en Italie, Pays-Bas, c'était plutôt la sensualité de la cuisine qui apparaissait. Et puis la France des 19e et 20e, là c'est le cuisinier qui vient sur le devant de la scène. C'est Bocuse qui a dit sortez des cuisines. Oui, c'est ça. Alors donc on a comme je suis remonté avec l'Antiquité, par exemple, quand on regarde le Moyen-Âge, je me suis intéressé aux miniatures qui apparaissent dans les manuscrits. Et on a quelquefois de très beaux cuisiniers comme ça, qui sont devant l'âtre de la cheminée, en train de travailler avec ce qu'on appelle les tripodes, donc des pots en terre avec 3 petits pieds qui tournent de temps en temps, ou alors avec une poêle pendresse, c'est-à-dire avec une grande queue, pour pas qu'ils se brûlent. Or, cuisiner dans l'âtre de la cheminée, c'est pas si simple que ça. Il faut gérer le temps de cuisson, il faut gérer aussi les proportions, etc. Et au Moyen-Âge, on présente l'homme cuisinier, rarement la femme. Quand la femme elle est là, elle est plutôt en train de tourner la broche avec
quelque chose qui se protège, soit la main, soit une sorte de petit éventail en bois, tout simplement parce que ça brûle, ça chauffe. Donc chacun a son rôle. À la Renaissance, au XVIe siècle en France et au XVIIe siècle, que voit-on ? On voit la cuisinière, notamment dans les Pays-Bas, les pays flamands, la femme travailleuse en fait. On le voit parce qu'elle a des bras extrêmement épais, solides. Sauf que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, qu'on avance vers le XVIIIe siècle, la femme dans la cuisine, elle devient sensuelle. Elle devient amoureuse. Alors vous avez la femme travailleuse au XVIe siècle, puis d'un seul coup, vous voyez la cuisinière qui est un peu déhanchée, comme ça. On lui met un décolleté, quelque chose qui pour lui montrer sa poitrine. Et puis il y a toute une symbolique. Par exemple, on nous montre une broche avec un volatile, et la cuisinière embroche le volatile. Donc c'est quand même une symbolique sexuelle. Donc parce que la cuisine, à un moment donné, va aussi représenter le lieu des amours, le lieu de la sexualité. C'est un lieu chaud. Et puis il y a aussi... le jeu des mots, chair et chair, la viande, et la chair aussi, la concupiscence en fait, le désir. Donc on voit que les artistes vont d'une certaine façon érotiser la cuisine au travers de la cuisinière. Et ça s'arrête au XIXe siècle. Au XIXe siècle, c'est le cuisinier qui revient, c'est l'homme avec sa toque, avec la veste blanche. C'est Escoffier, c'est ça. C'est ça qui est intéressant quand on travaille sur la longue durée, c'est ce que je fais, je suis un historien de la longue durée. On voit les évolutions comme ça au fil du temps et on voit comment les artistes représentent un même objet de manière différente et selon la perception qu'ils en ont en fait. Et justement aussi sur la force quasi politique que vous nous amenez à comprendre dans l'image de la table. Vous évoquez l'idée par exemple de montrer l'harmonie familiale d'un côté ou bien de proférer des valeurs religieuses ou encore de promouvoir des cultures régionales. Donc il y a une force politique aussi forcément dans l'image. Alors les dirigeants, alors là, donc si on est sous l'Ancien Régime, donc les monarchies, les rois, ont compris l'importance de représenter la table festive et la table cérémonielle. Par exemple, on a une reproduction d'Abraham Boss qui nous montre Louis XIII lors d'un banquet. Il est au fond, seul, sur une estrade, etc. Et vous avez des personnages sur les côtés. Et représenter la table du roi, c'est quelque chose de très fort, c'est politique, mais je pourrais remonter dès l'Antiquité, puisque dès l'époque mésopotamienne, les rois mésopotamiens avaient compris que représenter un banquet, notamment dans une sculpture, c'était représenter sa force et son pouvoir politique. Voilà. Donc c'est très important. Et il est vrai que quand on parle de banquet de repas, on a une diversité de repas. Vous avez le repas de fête, représenté par Bruegel, le mariage, par exemple. Et puis vous avez, comme vous l'avez dit, le repas familial, la concorde, comme on veut la représenter, notamment dans le contexte protestant, donc au XVIe et au XVIIe siècle. Et puis vous avez, si on va au mariage de Napoléon Ier, là aussi, on a la représentation de la grande cérémonie de la monarchie. Donc là, c'est plutôt l'Empire. Voilà. Alors, on évoquait aussi la culture régionale, je le disais, on va s'arrêter sur le Périgord avec vous, Hélène Lafaille-Fouetti. Vous nous rappelez que le Périgord, juste à côté, là, est une région savoureuse, et c'est même le célèbre critique Kurnonski que vous mettez en exergue qui le prétend, et je le cite, « Le Périgord est une des régions où l'on mange le mieux, et depuis des siècles ». Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, c'est l'image que l'on veut en garder, et c'est l'image que les différents acteurs du tourisme ont voulu promouvoir, voilà, avec cette idée d'un bien-être, d'une cuisine conviviale, d'une cuisine qui s'appuie sur toutes sortes de produits, ce qui en fait sa richesse, c'est-à-dire à la fois des produits très simples, mais aussi des produits très sophistiqués comme la truffe. Mais cette idée du bien manger, finalement, paradoxalement, elle a créé, même si le terme est un peu anachronique, mais une forme de cuisine à deux vitesses, avec celle que viennent chercher les touristes, qui veulent un magret et des pommes de terre serladaises. Ça va être l'heure du repas, donc on peut... sachant que le magret, mettez-nous l'eau à la bouche. Sachant que le magret est en fait une invention récente, ça date des années 70. C'est pas du Périgord, le magret, pardonnez-moi, mais c'est André Daguin, c'est dans les Landes. Voilà, sauf si ce n'est que les touristes en Périgord veulent ça. Ouais. Ils veulent des pommes de terre serladaises, alors que la réalité de la pomme de terre serladaise, c'est une recette qui n'était pas estampillée sarlat, qui avait ou des truffes ou des cèpes. Et donc, il y a ce que veulent les touristes, il y a l'image qu'ils veulent chercher. Sans doute, une des théories, c'est qu'ils ont voulu... Cette image-là, elle a commencé à se développer dans les années 70, à l'époque où ça donnait le sentiment de venir s'encanailler en Périgord,
alors que c'était les débuts de la nouvelle cuisine et qu'on n'était pas sur quelque chose un peu à contre-courant. Oui, là, vous êtes très contemporaine parce qu'avant cela, il y avait quand même la ville de Périgueux qui a marqué l'image du Périgord. Je pense à la sauce Périgueux, quelques plats qui étaient à la Périgueux au début du XXe, etc. quoi. Alors on a à la fois tous les plats à la Périgueux, donc qui contiennent de la truffe, et puis surtout, on a eu bien avant le fameux pâté de Périgueux, qui était un pâté qui avait des vertus extraordinaires puisqu'il se conservait à peu près 3 mois et donc il pouvait être exporté et c'était un cadeau de prestige. Cadeau de prestige à la cour, cadeau de prestige aux États-Unis. On a trouvé des exemples de terrines qui ont voyagé outre-Atlantique et donc ça avait déjà assis la notoriété du département, mais ce n'est pas la notoriété de la Dordogne, c'est la notoriété du Périgord, avec cette idée de sauce Périgord. Vous dites on continuait d'appeler le département qui s'est appelé la Dordogne après la formation des départements, on a continué très longtemps de l'appeler le Périgord. Oui, et même aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, dans les années 80, lorsque le département invente les 4 couleurs du Périgord. Périgord blanc, Périgord noir. Voilà, etc. il réutilise finalement cette terminologie de Périgord qui est associée au bien vivre et qui est associée à la cuisine. Le pâté de Périgueux, vous y consacrez un encadré, un long encadré. C'est quoi? Parce que moi, j'en ai jamais mangé. Vous connaissez, vous, Patrick ou Daniel, le pâté de Périgueux? Je le connais de réputation. Alors c'est vrai que nous, au niveau de l'Auvergne, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas du tout volé. Alors pourquoi c'est pas bon? C'est quoi, Hélène? C'est excellent, mais autant certaines recettes voyagent, je pense au millard qu'on trouve en Corrèze, et nous dans le Cantal on dit on fait le millard, pas du tout, c'était corrézien, comme l'aligot on le revendique dans une partie du Cantal, c'était vraiment la zone Aubrac, Aveyron, plus le nord Aveyron, mais c'est ce qui est sensationnel, et Patrick le disait aussi, par la forme de l'art, c'est ce voyage de la cuisine. Alors contrairement, c'est vrai, nous au Périgord, les recettes auvergnates, si on remonte sur des recettes ancestrales, ont très très peu voyagé. Mais alors Hélène, c'est quoi le pâté de Périgueux? Il y a quoi dedans? Alors c'était un pâté de perdrix rouge au départ, puis petit à petit on a remplacé par de la viande de porc et il y a eu le mariage heureux, la rencontre entre ce pâté qui était précieux, qui était un cadeau, et le foie gras qui lui est originaire d'Alsace et qui n'a rien de périgourdin, mais à un moment... Alors nous, on identifie que c'est à Paris ou peut-être à Bordeaux que quelqu'un aurait eu l'idée de mélanger ce pâté de perdrix avec du foie gras, ce qui devient un mets d'exception. Et en fait, cette idée du voyage, du foie gras venant d'Alsace et des produits, ça doit faire sortir le Périgord d'une simple cuisine régionale. En fait, il n'y a pas de cuisine régionale, on est sur des échanges de produits. Et c'est ça qui enrichit effectivement la gastronomie. Mais cette dualité, c'est un truc que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre aussi, et là je vais citer ce que vous écrivez: le Périgord nourrit les riches des grandes villes, mais ses habitants souffrent de leur régime alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la truffe, qui est l'or noir du Périgord, mais le Périgord qui est un pays pauvre. C'est ça. À un moment donné, c'est plus le cas aujourd'hui peut-être. Je ne veux pas trahir ses propos et peut-être qu'elle le racontait juste pour faire le spectacle, mais ma grand-mère racontait que dans les années autour de la Première Guerre mondiale, ils étaient paysans, propriétaires, donc avec quand même un petit peu d'argent sans doute, mais pas riches, et elle expliquait que c'était cher d'avoir du sel, et donc il y avait toujours un panier de truffes et qu'elle se servait des truffes comme condiment. Et pour eux, c'était perçu vraiment comme une nourriture de pauvre, ce qui n'était pas du tout le cas de la truffe à Paris, qui était perçue comme une nourriture de riche. Bon, vous réhabilitez aussi quand même, au-delà de la truffe, j'ai noté, le vin de Bergerac, le porc, la châtaigne. J'ai pas vu la noix par contre. Alors la noix, effectivement, fait partie des productions qui ont été relancées. Sur le porc et la châtaigne, alors on insiste sur le fait qu'ils... Qui ont un peu disparu maintenant. Voilà, ont un peu disparu. À la fois parce que les modes d'alimentation ont évolué, mais surtout aussi parce que le Périgord se pense désormais comme une cuisine du Sud-Ouest et veut s'arrimer à une tradition du Sud-Ouest. Et donc aujourd'hui, on va davantage valoriser le canard qui n'était pas traditionnel, c'était l'oie, et on cherche à se démarquer d'une certaine, alors je suis désolée, mais d'une certaine cuisine du Massif central, d'une certaine cuisine du Limousin, notamment avec le porc et la châtaigne. Cette dualité, Patrick, en un mot, sur la région pauvre et malgré tout des produits d'exception, elle est dans beaucoup de régions historiquement.
Oui, alors pour rebondir sur le pâté aussi de Périgueux, moi je le vois sur Paris dès 18e siècle en fait. Si des cuisines et des plats régionaux se sont développés dans les différentes régions du pays, c'est parce qu'il y avait une clientèle élitiste dans les grandes villes et notamment sur la capitale. Et on n'hésitait pas à envoyer tous ces pâtés sur la capitale. Et notamment, il ne faut pas oublier que c'est un pâté en croûte. Donc la pâte est un moyen de conserver ce qu'il y a à l'intérieur. Alors cette dualité, on la voit dans les traités culinaires, dans les recettes, mais on la voit aussi au travers des tableaux, puisque on voit très bien que par exemple les frères Lenain nous ont représenté la table paysanne, Van Gogh au 19e siècle nous représente les mangeurs de pommes de terre, à chaque fois on nous représente la table du riche et la table du pauvre. Oui. Donc la dualité alimentaire, elle est là pendant très très longtemps, pendant des siècles en fait. Et juste un dernier mot sur l'iconographie que vous avez rassemblée, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, j'ai trouvé ça très riche. Vous avez du mal à retrouver alors il y a des photos, il y a des menus, il y a des souvenirs. Donc on a fait un travail, puisque comme Patrick, on a une approche d'historien, de géographe et d'historien de l'art. Donc on a fait un travail aux archives, y compris des archives à l'étranger, puisqu'il y avait des restaurants périgourdins à New York. Donc on a travaillé y compris avec des archives plus lointaines. Et puis on a essayé de faire aussi un travail de terrain, de collecte de terrain. Vous avez notamment dans l'ouvrage une photo d'une cuisinière. Alors ça me fait penser à celle dont vous parliez tout à l'heure. C'est une cuisinière très plantureuse là, qui a une table magnifique devant elle. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à cette dame, donc, qui était Albertine Phyllis. Et en fait, quand on a trouvé la photo, qui était dans une salle à manger de maison, j'ai trouvé très très belle cette photo, et avec vraiment une prise de vue qui était extraordinaire pour une photo qui avait l'air de pas particulièrement payer de mine. Donc on a demandé l'autorisation à la petite fille de reproduire cette photographie. Et en retournant la photographie, il y avait la signature d'Édouard Bouba et le cachet de Paris Match. Parce qu'en fait, cette photographie avait été prise donc, par le célèbre photographe Édouard Bouba lorsqu'il était pigiste à Paris Match, puisque cette dame, dans son restaurant, nourrissait l'équipe de tournage de Jacques le Croquant. Ah oui, Eugène Leroy, dont vous parlez beaucoup aussi dans votre livre. Hein. Et l'homme du pays, Eugène Leroy. Voilà, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. On est dans les années 70. Je pense qu'on s'est largement démarqué de l'idée de cette cuisinière plantureuse. Enfin, on ne veut plus la voir. Et donc, quand en décembre 1969, Paris Match reproduit la photo, il garde la table avec tous les produits, les truffes, et la dame disparaît. Et il efface Albertine qui passe... Bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Daniel Brugès, avant de parler des épluchures, dites-moi comment vous avez procédé pour illustrer ce livre, d'après photos, d'après vraiment devant vous les légumes, etc., ou dans votre tête? Non, pas du tout. En fait, avec Christiane, donc la cuisinière, on travaille toujours de pair. Qui est votre épouse, non? C'est mon épouse. On peut le dire. Hein. Sur les couvertures, c'est Christiane Vallat. Elle met son nom de jeune fille. Mais c'est beau le travail en famille, c'est bien. On avoue un grand secret familial. C'est madame dans la vie, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile pour travailler. Oui. Et non, la façon de procéder, c'est souvent la même, c'est-à-dire que Christiane va préparer des plats, elle va inventer des plats, en l'occurrence là sur la cuisine des épluchures. On les teste, bien sûr, plusieurs fois, on les consomme. Si c'est validé par nous deux, c'est là où je vais me mettre à l'illustration. Alors, soit je vais prendre les ingrédients, donc c'est relativement facile. Je fais une petite mise en scène au niveau de ma table de travail. Je vais montrer là, comme avec simplement. Patrick. Si le plat, par contre, visuellement est beaucoup plus agréable au regard, je représenterai le plat terminé. Il y a par exemple une tarte aux épluchures de courgettes, carottes, pommes de terre. Christiane dispose les épluchures en rosace. Donc visuellement, c'est déjà un tableau à elle toute seule, cette tarte. Donc dans ces cas-là, je vais représenter vraiment le plat terminé. Alors que la plupart du temps, moi j'adore peindre les légumes. Et vous parliez tout à l'heure de sensualité. C'est vrai que pour un aquarelliste, c'est un mot qui parle beaucoup. Alors je ne vais pas aller jusqu'à la sensualité des légumes, quoique quand vous avez un melon sur une table, ou ce que j'adore peindre, alors on le voit moins dans cet ouvrage, on le trouvait davantage dans d'autres, des pêches avec le velouté de la pêche. Alors il y a toujours le défi technique pour l'artiste de rendre ce velouté. Mais il y a au côté, j'ai beaucoup aimé ce que disait c'est Patrick, ce côté charnel. Et quand on peut le rendre, et moi ma meilleure des récompenses, c'est quand on est sur des salons, sur des dédicaces, où les gens nous disent, en regardant donc l'aquarelle, avant de connaître la recette, ça nous donne envie de faire ce plat, ça nous donne envie de le consommer. Je me dis à quelque part, tu as gagné la partie, c'est que tu as donné envie. Parce que je crois que la cuisine, c'est aussi ça, donner envie.
Et pour l'artiste, le défi, c'est aussi de donner envie d'une autre manière. Mais c'est pour ça qu'honnêtement, c'est plus facile de travailler à deux. Mais alors là, vous donnez envie avec des épluchures, c'est quand même moins facile. Voilà. Quelles sont les bonnes raisons de travailler les épluchures en cuisine ? Alors, si vous voulez, nos précédents ouvrages étaient plus sur des registres traditionnels. Là, c'était, je parle de défi, c'était aussi un défi, on va nous dire souvent, c'est un peu tendance. C'est ce côté recyclable vraiment des aliments. Anti-gaspillage, on ne jette rien, mais c'est bien en même temps. Hein. Complètement, parce qu'on s'est aperçu, très souvent, même des gens qui faisaient attention, souvent les épluchures, les fans, les trognons, se terminaient au compost pour le mieux, dans la poubelle pour le pire. 10 millions de tonnes de déchets en France chaque année, c'est énorme. Donc c'est bon pour la planète. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'économie, puisque plutôt que les jeter, on peut les préparer et faire d'excellentes recettes. C'est également bon pour la santé, puisque ce sont dans les épluchures où on trouve les meilleurs nutriments. Alors avec toujours une mise en garde, c'est que nous, on ne travaille qu'avec les légumes de notre jardin, et donc bien sûr, on signale choisir ces légumes. Honnêtement, il vaut mieux les prendre à un producteur bio qui fait attention. Alors je n'ai rien contre les supermarchés, mais c'est toujours, y a toujours ce risque. C'est plein de fibres, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Et dernière raison que vous ne citez pas, mais moi je vais la citer parce que si j'ai bien compris, hein, c'est bon au goût. C'est-à-dire exactement. Il y a des plats à manger, quoi. Et le plaisir de cuisiner, parce qu'on cuisine la chair de la pomme de terre. Pourquoi on ne cuisinerait pas l'épluchure si elle est consommable? Idem. Je prends toujours cet exemple dans le bouquin. Il y a par exemple une recette pour l'apéritif de cookies aux épluchures de courgettes, noisettes et fromage Cantal. Là aussi, c'est le petit clin d'œil quand même à la région, qui est excellent. Vous mangez ça tiède, c'est vraiment... ah mais c'est sûr, je ne les ai pas essayés, mais je les ai lus, les recettes, je les ai parcourues. C'est d'une simplicité, j'allais dire, enfantine. Mais oui, c'est ce que je disais, c'est vraiment de la recette familiale. On n'est pas dans la cuisine de chef. Quoique certaines, alors ce qui fait vraiment plaisir, c'est que nous avons des amis qui tiennent des restaurants, qui en ont pris quelques-unes et qui les mettent à la carte. C'est super. Plutôt sympa. Alors, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent apporter leur touche personnelle, c'est aussi l'art du cuisinier, tout à fait, de transformer, de ramener d'autres façons de travailler. Mais c'est aussi ça, la cuisine, ça doit bien vivre. sûr. Daniel, est-ce qu'on peut, quelles sont les épluchures à éviter? Est-ce qu'on peut tout consommer en termes d'épluchures, au-delà de choisir des légumes bio, bien évidemment? Et par exemple, comment connaître les épluchures toxiques? Parce qu'il y en a qui sont toxiques. Oui, alors c'est surtout au niveau des fans. Il ne faut surtout pas cuisiner les fans de pommes de terre, tout ce qui est solanacées, les pommes de terre, les tomates, parce que là c'est dangereux. Mais après, tout ce qui est épluchures, il n'y a aucun souci dans la mesure où elles sont bien nettoyées, sachant que certaines ont plus de goût que d'autres. Et nous, ce que nous conseillons toujours, c'est qu'il ne faut pas faire des épluchures comme pendant la guerre, c'est-à-dire toutes fines, c'est quand même meilleur s'il reste un petit peu de chair. Et il faut de la mâche, hein, sinon il faut un peu de mâche. Ben oui. Et idem, par exemple, pour les écorces d'orange. C'est quand même toujours intéressant parce qu'il y a les légumes et il y a aussi tous les fruits qu'on peut préparer dans des recettes vraiment superbes. Il y a une recette d'aiguillettes de canard, on parlait justement de la région, d'aiguillettes de canard aux écorces d'orange confite, où on associe donc salé-sucré, qui est vraiment digne d'une belle table. Voilà. Je vais en citer quelques-unes parce que moi, en le regardant, ça m'a donné envie de goûter, un peu l'eau à la bouche. Confiture d'écorce d'orange, alors ça c'est pas très compliqué, c'est connu. Liqueur de noyaux de cerise, là aussi c'est une vieille tradition, les liqueurs à base de noyaux d'abricot aussi, je crois que vous en avez une avec ça. Cake aux épluchures de poire, déjà un peu plus... voilà. Sauce aux fans de radis. Poudre de peau de tomate. On s'en sert comment de la poudre de peau de tomate? La poudre de peau de tomate, c'est plus après un condiment qu'on peut rajouter à des tas de plats. Et là, c'est une façon parce que c'est vrai que les tomates, souvent, on mange la peau en même temps que le... Mais si vous avez des tomates très grosses ou si les peaux sont un petit peu abîmées, on enlève ce qui est abîmé et on met ces peaux à sécher. Ça fait une excellente poudre qui permet de parfumer quelques plats. Omelette aux tiges vertes d'oignons, tarte aux épluchures de légumes, velouté aux épluchures d'asperges. Enfin bon, l'imagination est au pouvoir. Hein. Voilà, donc... Parce que là, vous en donnez, mais on peut inventer ses propres recettes. Voilà, il y en a 70, je crois, dans l'ouvrage. Et après, ce qu'on dit vraiment, c'est à chacun de tester et d'essayer, sans parler d'avoir l'ouvrage, mais d'essayer, parce que c'est vrai que c'est pas dans les mœurs de cuisiner les épluchures. Et la première réaction des gens, surtout des gens de la campagne, au départ... remarque, c'était les épluchures, nous on les donne aux cochons. Oui. Hors de question de manger des épluchures, parce que c'est pas dans notre culture.
Pas du tout. Mais précisément, Patrick Rambourg, vous qui travaillez l'histoire depuis très longtemps de la cuisine, Oui. j'allais vous poser la question, c'est une bonne pratique? Est-ce qu'elle est très ancienne? On donnait toujours au cochon ou est-ce qu'on a utilisé jadis les épluchures? Alors, c'est problématique parce que je vous donne l'exemple de la pomme de terre. La pomme de terre, quand elle est arrivée en Europe, elle a très mal été acceptée. Elle vient des Américains. Elle a très mal été acceptée en France parce que dans un premier temps, elle était considérée comme une nourriture de cochon. Donc on voit bien que la symbolique de l'aliment est très importante. Alors aujourd'hui, dans notre monde contemporain, où on fait très attention donc au gaspillage, où on essaie de faire attention au gaspillage, les épluchures sont de plus en plus valorisées, c'est clair. Mais ce n'était pas le cas dans le passé, notamment dans les campagnes. Alors, dans les campagnes, quand on n'avait pas grand-chose à manger, on mangeait le maximum de ce qu'on pouvait manger du produit. Mais dans les villes et sur les tables riches, non. Oui, on là, jetait, on jetait, ou alors ça pouvait repasser dans un circuit parallèle. Dans un circuit parallèle. Alors les plats de restes, les restes qu'il y avait des grands repas étaient redistribués dans un circuit parallèle et pouvaient se retrouver chez les marchands dans les villes, notamment à Paris. Voilà. Donc la question des épluchures, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement... c'est pas si simple que ça à aborder, notamment dans le passé. Historiquement, ça pose problème. Donc il faudrait creuser un peu pour voir comment on abordait cela. Mais il est évident que même des gens qui avaient peu de choses à manger, ils se considéraient comme humains et ils ne se considéraient pas comme un cochon. Bien sûr. Donc ils ne pouvaient pas manger une nourriture de cochon. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui est très ancré. Et je comprends parfois encore des résistances qu'il peut y avoir encore aujourd'hui dans certaines campagnes. Parce que manger des épluchures, c'est avoir l'impression qu'on n'est pas un humain civilisé pour manger une nourriture à table. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Mais Voilà. c'est tout à fait ça. Et Hélène Lafay-Fouetti, dans le Périgord, vous avez retrouvé traces de recettes à partir de parures, d'épluchures dont vous n'avez pas spécialement? Dans l'histoire, non. En revanche, aujourd'hui, des restaurateurs travaillent justement des épluchures, essayent d'utiliser le produit au maximum, valorisent des choses qui, à une époque, ne l'étaient pas, comme par exemple les circuits courts. Donc, c'est plutôt, je dirais, un retour sur des pratiques qui ne se faisaient pas, mais qui aujourd'hui traduisent plutôt un meilleur respect des aliments. Avant qu'on conclue, je voulais juste que vous disiez aussi un mot sur Madame André Malémaz, parce qu'elle est dite la Mazille. Oui. Nos voisins de Périgueux font un festival gourmand, il y a le prix Mazille. Qui était cette dame? C'est vraiment l'emblème du... Alors qu'elle n'est pas périgourdine, elle est née à Paris. Alors, elle avait des attaches en Je vais Périgord, montrer mais quelques images en même temps. elle était parisienne, effectivement. Et elle est venue passer plusieurs étés dans une maison de famille en Périgord, où elle a collecté des recettes, sans doute en allant faire le tour des fermes, ou alors peut-être des recettes qu'elle aurait collectées auprès de sa cuisinière. Et elle en a fait un ouvrage qui a eu un énorme succès, qui paraît dans les années 20, qui sera plusieurs fois réédité. Son mari avait des liens avec des maisons d'édition. Et donc, c'est devenu un ouvrage de référence, sans doute à Paris. C'est même peut-être l'acte de naissance officielle de la cuisine du Périgord, hors du Périgord, où elle devient une cuisine reconnue et nommée, puisqu'il me semble qu'une cuisine régionale ne l'est qu'à partir du moment où elle est nommée, où elle passe par Paris. Oui. Et donc Madame Mazemaille, Madame Malémaz, donc la Mazille, dite on va la dire la Mazille, Mazille. voilà. Et Ça d'ailleurs sera dans plus l'ouvrage on a trouvé une photo inédite de la Mazille, parce que j'ai pas jusque retrouvé, là, j'ai recherché, justement, vous savez, vous aurez plus la page. Vous pouvez le montrer à la non, caméra, de oui. mémoire, non, comme ça. C'est au début, et effectivement c'est une photo inédite, puisque habituellement on la voyait toujours de la même façon. Et en plus, alors on est très content du clin d'œil, puisque dans un ouvrage où il y a une photo inédite de la Mazille, cet ouvrage est justement dans la sélection pour le prix La Mazille, pour le livre de Périgueux. Et il faut aller acheter le livre, comme ça vous aurez la photo directement dans le l'ouvrage. Merci en tout cas à tous les trois. Un dernier mot Merci. sur l'art et la cuisine. On a fait un peu le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vais rappeler vos ouvrages. Donc, Éplucher, il en restera quelque chose de bon aux éditions de Boré avec Daniel Brugès et Christiane Valla. Le savoureux Périgord aux ardents éditeurs, signé notamment Philippe Grandcoin, Jean-Marc Ferrer et Hélène Lafay-Fouetti. Et puis l'art et la table. Juste une dernière question, parce que j'ai quand même été un peu époustouflé. Combien d'œuvres d'art et comment vous les avez choisies, Patrick Rambourg? Il y a environ 300 œuvres d'art. Alors il y a eu un pré-choix d'abord. J'avais fait un plan de travail
Et donc un choix a été fait par rapport à mon plan de travail. Ensuite, il y a eu un deuxième choix par rapport à l'écriture de mon texte. Et les œuvres qui ont été retenues dans le livre, c'est là la mise en page de l'éditeur. Voilà. Voilà, 3 livres très intéressants et magnifiques. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci au public. Pas de questions dans le public. Vous savez quoi? Ils vous attendent sur leur stand pour répondre à vos questions directement et pour dédicacer. C'était un nouveau rendez-vous de la Foire du Livre depuis Brive. Merci à tous. Merci.